BX1 +, toujours plus d'actu. L'info culturelle, cette fois, se poursuit avec l'un des quais bruxellois. On le voit partout sur les réseaux sociaux, on le voit dans la vraie vie, surtout dans un quartier de Saint-Gilles. Gaspard Gircé est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de ce collectif, qu'on va appeler collectif Les Visites de mon voisin. Vous proposez des visites, surtout aux Bruxellois et aux Bruxelloises à travers la ville. Vous proposiez aussi pas mal de petites images amusantes sur votre page Facebook, des histoires de l'urbanisme, des histoires bruxelloises en fait. Oui, en fait, la page Facebook, elle est venue d'abord en support du projet de visite guidée, et puis elle a pris pas mal d'ampleur, elle est devenue un versant à part entière du projet. Et donc moi, je bricole pas mal d'images, je fais des bricolages numériques du Bruxelles avant-après, je fais des choses un peu dans tous les sens, et notamment des vidéos, dont cette série des fixes de mémoire en question. Ouais. Alors on va parler des fixes de mémoire aujourd'hui, 21 juillet. La dernière que vous avez réalisée, c'est avec cette ancienne résistante, elle s'appelle André Dumont. Elle s'appelait Nadine lorsqu'elle était résistante, c'était son nom de résistante. Comment ça s'est passé la rencontre avec elle en un mot avant de pouvoir la découvrir en images ? Moi, je considère que j'ai eu un immense privilège, évidemment, de la rencontrer, parce que c'est une personnalité... j'ai eu l'impression de parler à une sorte d'adolescente de 98 ans, comme ça, quelqu'un de très espiègle. Et donc, je l'ai rencontrée là où elle vit aujourd'hui. On a planté la caméra et on a commencé à parler. Et elle m'a emmené un peu dans son histoire à elle, dont j'ai retenu quelques petites parties. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de rush que ce qu'on peut voir sur votre site. Je vous propose de la découvrir, André Dumont. Je m'appelle André Dumont et je suis née à Uccle le 5 septembre 1922. J'allais avoir 18 ans. Quand la guerre a éclaté, je me suis dit, je dois faire quelque chose. J'ai beaucoup de sang-froid et alors je parle facilement et je ris. Et donc tout ça, ça aide quand même. Alors revenons un peu sur son histoire maintenant qu'on a découvert le personnage. Elle fait partie de la ligne Comète, donc en 1940. C'est quoi cette ligne en un mot ? Alors c'est un réseau d'évasion qui a été monté à Bruxelles pour permettre aux parachutistes alliés de regagner Londres, mais ils devaient à tout prix éviter la Manche qui était aux mains des Allemands. Et donc en fait la ligne Comète passait par Paris, les Pyrénées, et puis après les services secrets anglais reprenaient le relais et renvoyaient les pilotes par Gibraltar et par bateau ou par avion jusqu'en Angleterre. Donc voilà, pendant toute la guerre, il y a des bombardiers qui survolent la Belgique depuis l'Angleterre jusqu'à l'Allemagne pour aller bombarder des sites industriels allemands, et pas mal de ces bombardiers se font eux-mêmes abattre et des pilotes se retrouvent en Belgique. Et là, la résistance entre en scène. En Belgique. Et alors, le rôle d'André Dumont en particulier, c'était de les ramener d'abord à Paris avant de les ramener en Angleterre par tout un détour par l'océan. C'est ça. En fait, c'était un réseau très très bien organisé avec plusieurs théâtre d'opération, j'ai envie de dire. Une partie, effectivement, Bruxelles-Paris, dont s'est occupé André Dumont, et puis une autre partie, après, entre Paris et Bayonne, Biarritz, etc. Et puis les Pyrénées à pied, le passage d'une partie des Pyrénées à pied, avec des guides espagnols, et puis les Anglais qui prennent la suite en Espagne. Donc c'était effectivement un réseau incroyable qui a mobilisé énormément de gens. C'est 3000 personnes en tout qui ont fait partie du réseau pour permettre à ces aviateurs, en fait, de continuer l'effort de guerre. Et ça a été important. En fait, on a du mal à le quantifier, mais c'était important dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est une cellule qui était menée par une femme, on aime le rappeler aussi, elle s'appelle André de Jong. Il y a des rues qui portent son nom ici à Bruxelles, d'ailleurs, en hommage. Et puis, cette autre femme, André Dumont, elle, on va la redécouvrir, mais donc elle avait ce rôle particulier de les emmener à Paris. Elle n'avait même pas 20 ans à ce moment-là, et écoutez un peu son implication. La dernière fois que je descends à Paris, j'étais avec deux aviateurs. Un Américain, il était très très grand et très mince. Et là, c'était un Australien. La ligne sur le côté, grand, et moustache à la mérovingienne. Et au milieu de ces deux-là, un tout petit bout de femme. Ça passait pas vraiment inaperçu. La porte s'ouvre, police allemande. Tout de suite, je me lève en pyjama, je vais chez papa, je dis qu'est-ce qu'on fait? Il dit essaye de te sauver par la cuisine, moi je vais essayer par le toit.
il y avait des Allemands revolver au poing de chaque côté de l'escalier. Et je me dis encore, ils vont tirer dans mes jambes parce qu'ils veulent savoir ce que je sais. Oui. Alors papa avait des documents. Moi, heureusement, je n'avais rien. Parce que j'avais la liste de mes aviateurs que j'avais passée, c'était dans une boîte métallique au fond du jardin, donc j'avais rien à la maison. La porte s'ouvre et c'était le commandant. Il s'assied à côté de moi, et il me met sa main, son bras autour de mes épaules et il me dit, vous savez, c'est très bien ce que vous avez fait, mais vous auriez dû travailler pour nous. Alors je dis, si les Anglais avaient envahi mon pays, j'aurais travaillé contre les Anglais. Et il dit qu'on renvoie la petite si elle ne veut pas parler, d'autres parleront. Tu t'imagines ? Mais alors on arrive à Mauthausen. Moi j'étais complètement épuisée et alors je me dis je vais me coucher dans la neige et on va tirer, ce sera fini. Et alors là j'ai entendu, vraiment entendu, votre fille, elle était abattue sur la route. Et je me suis dit non, on ne peut pas lui dire ça. Et j'ai continué. Voilà, l'histoire se finit bien pour elle. Et ce qui doit être particulièrement touchant, on l'a vu dans ces images, c'est un personnage, c'est une histoire à livrer aux jeunes d'aujourd'hui, à toutes les générations qui font partie de nos sociétés. C'est aussi une des dernières résistantes encore en vie. Et forcément, plus le temps avance, moins il y en aura. C'est sûr, l'idée même du projet des fixes de mémoire, c'est de garder une mémoire qui est en train de nous échapper, bien entendu. Et je pense aussi qu'il y a toujours... Enfin, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est qu'il y a une résonance avec le monde d'aujourd'hui, avec 2021. Je veux dire, je pense que résister n'est jamais autant nécessaire qu'aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est ça qui m'a aussi touché. Ce qui m'impressionne aussi beaucoup avec ce personnage, c'est de se dire que voilà, on rencontre parfois dans la file de la boulangerie quelqu'un qui s'est couché dans la neige en disant qu'on allait la battre et qui est là, en fait. C'est aussi ça, c'est notre rapport aussi aux personnes âgées. On ne sait pas ce qu'elles ont vécu et on croise des anonymes et en fait c'est des... Alors, Andrée Dumont n'aime pas du tout le terme d'héroïne. Moi, je trouve qu'elle l'est, évidemment, et pour moi, elle l'est. Mais voilà, c'est des gens qui ont eu des existences extraordinaires. Donc, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, pour garder une trace de ça et pour recréer, en fait, des représentations pour les gens, des personnages auxquels ils puissent aussi s'identifier, en fait. Et ça pourrait faire penser, vous le disiez, à des sujets d'actualité aujourd'hui, mais des histoires comme ça, un peu rocambolesques, qu'on apprend, par exemple, des personnes migrantes aujourd'hui qui nous côtoient aussi dans la boulangerie, dans la rue. Et c'est vrai que quand on les reçoit en plateau ici sur BX1, on entend leur histoire, mais ça est semblable, en tout cas. Bien sûr, et non seulement l'histoire des migrants peut être semblable, mais tous ces gens qui ont participé à la ligne Comète, ils ont aussi hébergé des gens qui étaient illégaux pour les faire passer d'un endroit à un autre. Enfin, ça sonne quand même assez singulièrement en résonance avec aujourd'hui, avec ces procès qu'il y a eu sur des gens qui ont hébergé des migrants, etc. Donc, je pense qu'effectivement, les liens sont très très clairs avec le monde d'aujourd'hui. Ouais. Alors, Paul Sobol, c'est un nom qui résonne peut-être dans votre tête, c'est un autre résistant. C'est une des vidéos que vous avez fait dans Fixe de mémoire. Il nous a quittés aujourd'hui, Paul Sobol. Mais c'est une vidéo qui a fonctionné, qui a fait un buzz énorme sur votre Facebook. Ouais. Ce qui a permis aussi de vous faire connaître un peu au-delà de Bruxelles par rapport à ces histoires, ces Fixes de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, Paul Sobol, c'est un rescapé de la Shoah qui est donc mort cette année, en effet, malheureusement. Et j'ai aussi eu... c'est aussi une chance que j'ai eu de rencontrer cette personne-là. Et en fait, il a une histoire qui est
évidemment terrifiante parce qu'en toile de fond il y a la Shoah, mais il y a aussi en fait une histoire d'amour que lui a vécu et une photo qui était un talisman qui lui a permis de tenir. Donc dans cette vidéo, quand je suis rentré chez moi avec Julien Mus qui fait aussi les vidéos avec moi, je me suis dit mais là dans cette histoire il y a de la mort, il y a de l'amour, il y a de la vie, il y a de l'histoire et tout à très haut degré, j'ai envie de dire. Donc effectivement, cette vidéo a beaucoup circulé sur Internet et j'invite évidemment tout le monde à aller la voir parce que c'est un témoignage très puissant. Ouais. Alors une autre vidéo, on va en parler vraiment mais une seconde. La première que vous avez réalisée pour Fixe de mémoire, c'est votre grand-père, votre propre grand-père, oui. qui parle de ses baignades dans le canal. Voilà, en effet, mon grand-père qui avait 100 ans et qui me dit « Ouais, moi je nageais dans le canal ». Donc il me parle d'un souvenir des années 1920. Alors j'ai filmé avec mon téléphone sans aucun projet derrière. Puis en rentrant chez moi aussi, je me suis dit « Waouh, là il y a une matière, quoi. L'histoire est touchante. » J'ai rajouté une musique, j'ai mis quelques photos de la famille et j'ai envoyé ça sur le net. Et en fait, ça a fonctionné. Mais c'était encore très anecdotique. Vous voyez quelques images derrière moi de votre grand-père, justement. Alors, ça, c'est les fixes de mémoire à retrouver sur votre page Facebook. Il y a aussi toute la partie visite guidée. Vous n'êtes pas là pour en parler aujourd'hui, mais on a un peu de temps, donc profitons-en. Il nous reste 1 minute. Notamment un de vos bâtiments fétiches, c'est l'Égidium, sur le parvis de Saint-Gilles. Ce grand bâtiment festif des années 50, qui est bien là, mais qui finalement est bien caché aussi sur ce parvis qu'on connaît toujours pour de la fête aujourd'hui. Vous pouvez y entrer et faire visiter. C'est ça. C'est un des bâtiments, en effet, dont j'ai de temps en temps les clés. On pourrait dire un complexe de fêtes du début du XXe siècle, en réalité. Il a été construit en 1906, avec toutes des salles. Il y a une salle qui évoque Versailles, une autre qui est mauresque. Il y a vraiment... l'idée, c'était de faire voyager un peu les fêtards de l'époque, c'est presque ça. Et le bâtiment est à l'abandon. Les grandes salles sont à l'abandon depuis 40 ans, donc il est dans un état très particulier, assez vermoulu, mais très beau aussi, en fait, dans cet état-ci. Il y a un projet en cours, les travaux qui vont bientôt commencer à l'automne.